Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'année touche à sa fin, c'est l'heure du bilan. Focus donc ce soir sur le bilan de la politique africaine du Maroc, véritable pilier central de la politique étrangère marocaine sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La coopération sud-sud maintient son expansion malgré le contexte Covid. D'ailleurs, l'engagement du royaume n'est plus à démontrer, notamment dans le partage avec le continent de son expérience, mais aussi de son savoir-faire pour une coopération sud-sud dynamique et active, portant sur tous les domaines, dont celui de la santé. Contexte bien sûr de Covid oblige, il est important de le rappeler. Pour ne citer que cet exemple, l'Institut Pasteur à Casablanca a abrité récemment un atelier africain de partage de l'expérience marocaine en matière de vaccination anti-Covid-19 au profit de représentants d'une vingtaine de pays du continent. Sans oublier des domaines importants tels que la maîtrise de l'eau, de la gestion durable de l'irrigation, la sécurité alimentaire. S'y ajoutent bien sûr des projets structurants d'envergure comme la mise en place d'unités de transformation de fertilisants, des projets de revalorisation de haies et ce fameux projet du gazoduc Maroc-Nigeria. Et dans le désordre actuel des relations internationales, la sérénité de la vision royale portée par la diplomatie marocaine fait figure d'exception. Sur le volet purement diplomatique, 2021 a connu l'ouverture de plusieurs représentations diplomatiques de pays africains dans des villes du Sahara marocain. Nous en parlons ce soir en compagnie de 3 experts en matière de politique africaine. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir professeur Khalid Chegraoui, vice-doyen Sciences Po et Relations internationales à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Bonsoir professeur Chegraoui, merci de vous joindre à nous. Bonsoir chère madame, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Dans le tour de table également, professeur Mohamed Chkoundi, enseignant-chercheur, spécialiste de gouvernance et développement en Afrique à l'université Mohamed V. Bonsoir Mohamed Chkoundi et merci à vous également de vous joindre à l'émission Questions d'actu. Bonsoir, merci de votre invitation. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Mohamed Hmidouche, vice-président exécutif de l'Académie diplomatique africaine et consul honoraire du Cap-Vert au Maroc. Bonsoir Mohamed Hmidouche, merci également à vous de participer à l'émission ce soir. Merci infiniment et merci pour votre aimable invitation. Et ma première question vous est destinée, Mohamed Hmidouche, si on devait peut-être parler du bilan, de cette rétrospective, de ce bilan de la diplomatie marocaine en Afrique pour l'année 2021. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Merci beaucoup pour votre question. Si vous permettez, je pense que le bilan de la politique africaine du Maroc ne peut être limité à l'année 2021, une année marquée par la prévalence de la pandémie du Covid-19 qui a pratiquement paralysé toutes les activités. À mon avis, il faudrait aller au-delà de cette année et parler de la politique africaine du Maroc au cours des dernières années qui ont été caractérisées par les faits marquants suivants. Multiplication par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, des visites dans plusieurs pays africains. Beaucoup de ces visites ont été entreprises dans des pays en dehors du cercle des amis traditionnels du Maroc. Aussi, une rupture a été opérée avec la pratique antérieure, une plus grande ouverture vers tous les pays et toutes les régions, notamment l'Éthiopie, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda. C'est un véritable tournant historique dans les annales de la politique étrangère du Royaume du Maroc. Comme vous le savez, l'année 2017 a été marquée par le retour triomphal du Royaume du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, n'est-ce pas, qui est l'Union africaine, ce qui a constitué le couronnement d'un travail étalé sur plusieurs années. Il y a également la signature de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui ambitionne de faire de l'Afrique un vaste marché de libre circulation des biens et services africains, un marché estimé à 1,3 milliard d'habitants, 2,5 milliards à l'horizon 2050 et un PIB cumulé de 3 500 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, les États membres mènent des négociations pour sa mise en œuvre effective
après l'accord sur les règles d'origine et les modalités de libre accès au marché pour les marchandises et les services. Donc, permettez-moi aussi de dire que ceci ne nous étonne pas, à nous, citoyens marocains, parce que si on se réfère, disons, au préambule de la Constitution adoptée en 2011, il est clairement dit, n'est-ce pas, que l'Afrique accorde une place de choix, n'est-ce pas, dans les relations extérieures du Royaume du Maroc. En effet, fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, le Royaume du Maroc œuvre à la construction de l'Union du Maghreb avec une option stratégique, même s'il y a des difficultés, comme vous le savez, au niveau de l'intégration économique régionale dans notre région. Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays subsahariens et du Sahel, et élargir et diversifier les relations d'amitié et ces rapports d'échange humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde. Donc, conformément à l'esprit de cette constitution de 2011, la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour l'Afrique s'inscrit dans une vision de solidarité et d'engagement avec les pays frères du continent, avec lesquels le Royaume du Maroc entretient des liens multiséculaires, une coopération multiforme et des relations multidimensionnelles. Merci beaucoup, Mohamed Hamidou, en tout cas de faire ce rappel sur ces 20 dernières années. Et d'ailleurs, quand on parle de coopération Sud-Sud, ou ce que l'on appelle aujourd'hui coopération Sud-Sud, bien sûr, ne date pas d'hier. Ce concept résulte de l'adoption du plan d'action de Buenos Aires. C'était déjà en 1978. Professeur Khalid Chegraoui, justement, par rapport à cette place de la coopération Sud-Sud dans l'ensemble de la coopération internationale du Royaume et selon les domaines de prédilection et les domaines mis en avant par cette diplomatie et ce soft power marocain. En fait, la diplomatie marocaine en Afrique, elle n'est pas née du dernier jour. En fait, Oui. c'est une tradition dans la politique du Maroc, et ce depuis fort longtemps. Les relations intra-africaines qu'a établies le Maroc sont plusieurs fois millénaires. Certes, après les indépendances, le Maroc a su développer des relations assez spéciales avec le continent africain, malgré les problèmes et les barrages qui étaient en face de lui, principalement la période néocolonialiste, les nouveaux modes de gestion des relations avec les métropoles et bien sûr le problème des politiques publiques, des instabilités politiques en Afrique, le problème aussi des agendas de chacun de ces pays. Mais malgré tout cela, le Maroc a toujours su maintenir des relations extrêmement importantes avec le continent africain à partir de 1961 en regroupant le groupe de Casablanca afin de mettre en place les premiers jalons de l'unité africaine. Par la suite, le Maroc va être un État extrêmement important dans les rapports interafricains, que ce soit en termes de maintien de paix depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, que ce soit dans la participation dans les forces unisiennes. Les rapports, bien sûr, vont se développer en termes bilatéraux avec les États, en termes d'entraînement, que ce soit des cadres administratifs ou autres, échanges universitaires, formation de la classe intellectuelle africaine. Et bien sûr, sur le plan économique, les choses vont se développer de manière extrêmement intéressante. Certes, après les années d'indépendance, les choses n'étaient pas au top fixe de ce qu'on voulait, de ce qu'on espérait. Mais bien sûr, à partir principalement de l'an 2000 à aujourd'hui, on va voir les relations se développer de manière exponentielle et arrivé aujourd'hui, on est presque à des taux de croissance des relations économiques qui dépassent les 7% annuellement, malgré le fait que les niveaux des échanges entre les pays africains, c'est-à-dire les échanges intra-africains, sont assez faibles. Officiellement, on est autour d'un chiffre de 15 à 16%, mais en réalité, on ne dépasse pas les 10-12%. Et malgré cela, le Maroc aujourd'hui arrive à se placer comme le deuxième pays investisseur au niveau du continent africain, premier pays investisseur au niveau
niveau de l'Afrique de l'Ouest, et quand je dis deuxième pays investisseur, après l'un des plus importants pays au sein du continent, c'est l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Maroc offre une plateforme de coopération qu'on appelle win-win avec les pays africains, mais c'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas Comment seulement une cette question coopération d'intérêt. win-win se concrétise-t-elle? Donc on a parlé du concept de coopération sud-sud. Parlons de ce concept win-win. Comment se concrétise-t-il sur le terrain aujourd'hui, professeur Chegraoui? Oui, oui. Vous savez qu'après les indépendances, malheureusement, les nomenclatures économiques qui se sont installées au niveau du continent africain étaient principalement dans une vision d'exploitation des ressources naturelles et d'organisation de marché pour consommer les produits manufacturés apportés de l'étranger. Certes, il y a beaucoup de tendances qui sont toujours dans ce cadre-là concernant le continent africain. Ce que propose le Maroc, principalement du fait qu'il part d'une position que c'est un pays du Sud et on est dans une nouvelle vision d'un Sud beaucoup plus global, mais ouvert et sans complexe. Et c'est dans ce même cadre que le Maroc a fait plusieurs propositions d'échange et de coopération avec les pays africains à travers des programmes structurés et structurants et à travers surtout des programmes intégré. Il suffit de voir le programme et le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Ce n'est nullement une question d'exportation de gaz du Nigeria vers d'autres cieux, principalement vers le Maroc et éventuellement vers le continent européen, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un lien à travers les pays de l'Afrique de l'Ouest en relation avec la question de l'exportation et de l'importation concernant l'ensemble des pays par où va passer ce gazoduc et principalement en vision de l'électrification d'un certain nombre de régions par où va passer ce gazoduc et aussi de pousser à un développement industriel local de ces régions à travers cette approche énergétique. Donc, quand on parle d'échange Maroc avec les autres pays africains, on n'est nullement dans une tendance d'import ou d'export tout simplement à travers la consommation ou l'exploitation de ressources ou de matières manufacturées, mais c'est beaucoup plus une question d'intégration des économies de ces pays dans le processus économique marocain. Et on le voit très très bien parce qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines qui s'investissent en Afrique, on voit qu'on a les trois tendances principalement essentielles pour tout développement économique. On a la production manufacturière qui est extrêmement importante de la part des entreprises marocaines et qui est aussi une entreprise qui s'exporte dans ces pays. On le voit très très bien avec la Côte d'Ivoire où on a des entreprises marocaines qui sont dans la production locale dans ces pays. On n'est pas seulement de l'exportation du Maroc vers ces pays africains, mais de la production intrinsèque et à l'intérieur de ces pays africains. On a la banque et l'assurance marocaine qui participent non pas seulement au développement des relations entre l'entreprise marocaine et l'entreprise Afrique subsaharienne, mais aussi du développement économique local de ces pays africains. Et on va voir que les entreprises marocaines, principalement bancaires et assurances, sont aujourd'hui au top, et pas seulement en Afrique de l'Ouest, là où ils sont présents historiquement, mais on le voit très très bien, même dans certains pays de l'Afrique du Nord. Donc on est dans une vision beaucoup plus sud-sud, un sud beaucoup plus globalisé, un sud moins complexé par sa situation, par ses rapports, et aussi on est en train d'établir des rapports sans complexe avec nos partenaires traditionnels. Donc, ce que le Maroc offre ne remplace en rien les rapports précédents ou les rapports existants avec le reste du monde, mais c'est surtout une nouvelle vision d'un Sud qui veut se libérer des chaînes établies par des systèmes néocolonialistes. Très bien. Mohamed Chkoundi, quand on parle aussi de coopération sud-sud, certains observateurs évoquent cette coopération comme une alternative, ou plutôt, dirais-je, une nouvelle forme d'aide au développement. Dans quel point se concrétise-t-elle? Parce que là, j'ai évoqué un peu plus tôt, et d'ailleurs mes invités distingués l'ont également évoqué, cette question naturellement d'aide, non seulement de partenariat win-win,
win-win, mais aussi d'aide au développement à travers l'agriculture durable, pour ne citer que celle-ci, parce qu'elle est le pilier central, n'est-ce pas, de la sécurité alimentaire dans le pays. Donc, si vous pouvez également enrichir ce qui vient d'être dit à travers ce volet d'aide au développement, dans, bien sûr, le cadre de la politique marocaine en Afrique. D'accord. D'accord. Merci pour cette question très pertinente parce que vous l'avez rappelé au tout début, nous sommes dans un contexte mondial marqué par l'incertitude. Mais c'est une incertitude qui devient de plus en plus radicale. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord une multiplication des crises de tout genre, ça c'est un. De deux, il y a une diversification des puissances, on va dire. Il y a l'émergence de nouvelles puissances, et donc derrière l'émergence de nouvelles puissances, il y a l'émergence de nouveaux modèles de développement. Et surtout quand ces puissances viennent du Sud. Et donc du coup, il y a une espèce de coopération Sud-Sud qui émerge, qui ne vient de côté de l'Asie. Cette coopération Sud-Sud, derrière la coopération Sud-Sud, il y a tout un modèle de développement, il y a des pratiques de développement, d'aide publique au développement, des pratiques de coopération avec les pays africains. Mais en même temps, au sein des pays, mais ce contexte mondial d'abord interpelle l'Afrique parce qu'elle résonne en Afrique d'une manière ou d'une autre. Elle résonne en Afrique parce qu'on voit, qu'il y a une exacerbation de la concurrence en Afrique. Il y a des pays qui s'intéressent de plus en plus aux pays africains au regard des potentialités de croissance que recèlent les pays africains. Mais en même temps, donc cette nouvelle réalité marquée par la diversification des puissances, marquée par la multiplication des crises, interpelle les pays africains en quelque sorte parce que il va falloir pour les pays africains, ils sont appelés à compter sur eux-mêmes en quelque sorte, à développer des mécanismes de coopération avec ces anciennes et nouvelles puissances parce que qu'il s'agisse des anciennes ou des nouvelles, ils ont une stratégie de coopération avec les pays africains. Donc ça c'est un. Deuxième chose, on constate une émergence d'une espèce de coopération afro-africaine. Donc à l'intérieur de la coopération sud-sud, nous assistons à l'émergence d'une coopération afro-africaine, cette fois-ci portée par le Maroc. Et je vais y revenir tout à l'heure, portée par le Maroc, parce que c'est un pays qui n'a cessé, c'est-à-dire d'enrichir, c'est pas sa politique africaine, mais sa stratégie de coopération avec les pays du continent. Force est de constater que le Maroc a toujours assumé pleinement son appartenance continentale. Mais ce qui s'est passé ces dernières années, ces 20 dernières années, c'est-à-dire c'est un enrichissement de cette stratégie. Cette stratégie s'est enrichie, s'est alimentée par l'apport de certains outputs, j'ai envie de dire, des politiques publiques mises en place au Maroc, mises en place au niveau domestique, des politiques publiques multisectorielles, des politiques publiques, c'est-à-dire d'investissement dans le développement humain. J'ai en tête l'initiative nationale de développement humain. Après, cette initiative nationale de développement humain a été continentalisée. Je peux y revenir. Il y a aussi d'autres secteurs tels que l'agriculture, une politique publique, le Maroc vert, qui a très bien réussi au Maroc et qui n'a pas été exporté, mais qui a inspiré les pays africains. Et il y a des politiques publiques aussi d'investissement dans les infrastructures et après on peut passer à des politiques privées, c'est-à-dire de stratégies de croissance des entreprises marocaines. Et donc toute cette richesse un peu sectorielle et multisectorielle a été mise à contribution de cette stratégie continentale du Maroc. C'est-à-dire le Maroc, et quand il coopère avec les pays africains en mettant à leur disposition les acquis de cette expérience. Et ça, c'est fondamental et c'est là où ce n'est pas une alternative. C'est-à-dire cette coopération afro-africaine ne présente pas une alternative, mais beaucoup plus un plus. Pourquoi un plus? Parce que nous assistons à l'émergence d'une nouvelle génération de politiques publiques. Nous avons, c'est-à-dire les politiques publiques classiques qui sont mises en place au niveau national, mais nous avons des politiques publiques mises en place par certains pays africains, les nouvelles puissances, et j'en passe. Quand elles réussissent, une fois que ces politiques publiques, ils ont fait leur efficacité au niveau interne, elles sont mises à la contribution d'autres pays. C'est ce qu'a fait le Maroc pendant les 20 dernières années, et c'est ce qui fait que beaucoup de pays africains adhèrent de plus en plus à ce modèle de coopération afro-africaine offert par le Maroc. Parce que le Maroc ne vient pas avec cette
comment dire, avec ce mindset qui consiste à s'intéresser aux pays africains justement pour cueillir des opportunités, mais plutôt d'abord pour mettre gracieusement, on va dire, à la disposition de ces pays les acquis de son expérience. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de pays africains qui adhèrent à ce modèle de coopération africaine. On voit par exemple le rapprochement fondamental et intéressant entre le Maroc et le Rwanda. Il y a une espèce de convergence de point de vue à partir du moment où il y a convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts d'abord par rapport aux principes. Les principes, pour le Maroc, il faut réformer l'Union africaine. Pour le Rwanda, il faut aussi réformer l'Union africaine parce que l'institution a souffert pendant des années durant d'une espèce de malgouvernance. Deuxième principe, c'est la coopération sud-sud. C'est-à-dire, il est temps que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Une Afrique qui fait confiance à l'Afrique, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vœu pieux, mais plutôt des pratiques quotidiennes. Des pratiques quotidiennes, par exemple, le Maroc a développé une expérience en matière de l'agriculture et l'a mis au service des autres pays africains. Et ça fait une espèce d'économie de temps et d'allocation optimale des ressources. Parce que les pays africains, par les années passées, ils ont perdu énormément d'argent dans la mise en place de certaines politiques publiques qui se sont avérées défectueuses. Pas défectueuses, mais en tout cas en termes d'output, elles n'ont pas atteint les effets escomptés en quelque sorte. Mais quand un pays expérimente une politique publique, il sert de champ d'expérimentation à certaines politiques publiques. Et une fois que celles-ci ont fait leur efficacité, elles sont mises à la disposition d'autres pays africains et ça fait une espèce d'économie de coût. Donc le Maroc, c'est-à-dire quand on parle un peu de l'évolution de ce que l'on appelle la politique africaine de Maroc, on arrive à un point, cette politique africaine de Maroc arrive à un point culminant. Parce que quand on voit ces ramifications, dont les chers professeurs ont parlé, on a l'impression que le Maroc va vers une espèce... Elle commence à plaider pour l'émergence, peut-être, j'ai envie de dire, ça n'engage que moi, elle plaide pour l'émergence d'un nouveau modèle de développement afro-africain en quelque sorte. Ce nouveau modèle de développement et se matérialise par la mutualisation des efforts concernant tout ce qui est mis en place des politiques publiques et se matérialise aussi par le renforcement de l'intégration continentale. Le renforcement de l'intégration continentale, encore une fois, n'est pas seulement par des paroles, mais par des pratiques de terrain. D'abord, ces pratiques, et c'est ça aussi le deuxième point important du modèle de coopération afro-africaine défendu par le Maroc, c'est la nécessité pour l'Afrique de mutualiser ses ressources, c'est-à-dire la mise en complémentarité des ressources. Ça, c'est fondamental. On voit un peu c'est-à-dire les unités de fabrication, par exemple des engrais, qui sont le fruit d'une coordination entre des entreprises marocaines, des entreprises nigériennes, qui sont aussi une espèce de mise en complémentarité des ressources. Et l'objectif étant de transformer les ressources in situ. C'est-à-dire, on sort de paradigme qui a prévalu jusqu'à maintenant et qui consistait à ce que l'Afrique se contente d'extraire les ressources sans pour autant les valoriser et on épouse ou peut-être on entre dans un nouveau paradigme où l'Afrique met en complémentarité de ses ressources avec ses propres efforts pour dégager une valeur ajoutée pour ces jeunes en quelque sorte. Et ça c'est nouveau. Et ça c'est-à-dire, et on voit encore une fois que les dirigeants africains, les dirigeants nigérians, rwandais, au niveau de la Tanzanie, l'Éthiopie, ils croient à ce nouveau paradigme de coopération. C'est-à-dire, la plupart il y a une espèce d'orientation de la plupart des pays africains vers une espèce de ce que l'on appelle le panafricanisme de développement. C'est-à-dire, rares sont les pays africains qui sont restés prisonniers de passé, d'une en train de ressasser le passé colonial. Beaucoup de pays maintenant, ils veulent de pragmatisme, ils veulent parce qu'ils savent qu'il y a des défis énormissimes auxquels ils doivent faire face, des défis relatifs à tout ce qui est chômage des jeunes, des défis relatifs à tout ce qui est politique de développement parce que la démographie continue à être galopante, des défis aussi relatifs à tout ce qui est exploitation des ressources naturelles. Et c'est pour ça, j'ai envie de dire que le modèle marocain de coopération afro-africaine est fait de plus en plus d'adhérents, j'ai envie de dire. De l'autre côté, comment justement on voit ces cette adhérents adhésion se matérialise aussi parce qu'il y a aussi des résultats.
Les résultats, justement, parlons-en, professeur Chkoundi, par rapport aux résultats de cette adhésion, de ces adhésions de plus en plus de pays africains qui adhèrent à cette politique, ou en tout cas, j'ai envie de dire, à cette stratégie afro-africaine du Maroc. Est-ce qu'on peut parler de la récente ouverture ou les ouvertures de représentation diplomatique de pays africains dans le Sahara marocain? Est-ce un des résultats, justement, de ces adhésions, de ce changement de paradigme de politique étrangère de plusieurs pays africains, vis-à-vis du Maroc, bien sûr? Effectivement, vous avez tout à fait raison, parce qu'on voit, c'est le résultat, c'est l'output que le Maroc n'a pas cherché opportunément, comme je viens de le démontrer en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est une adhésion un peu parce qu'on adhère à un modèle, on adhère à un pays, c'est-à-dire un pays qui croit en ce qu'il fait, un pays qui fait tout ce qu'il promet en quelque sorte. Et donc, beaucoup de pays africains, et c'est nouveau aussi, il y a aussi des pays d'Afrique anglophone, c'est-à-dire l'approche marocaine d'ouverture stratégique vers les pays d'Afrique anglophone a abouti. Et la preuve en est que beaucoup de pays ont inauguré c'est-à-dire des représentations diplomatiques dans les provinces du sud, c'est-à-dire de Maroc, bien évidemment. Ce faisant, ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Et ça, c'est un point fondamental. Et ils reconnaissent aussi les efforts que le Maroc a fait au niveau des provinces du sud. Et ça, c'est important. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut connecter tout ça aussi à la ZLECA, à la zone de libre-échange continentale, parce que il y a maintenant la zone de libre-échange continentale, quoi qu'il ait été mis en retard par les effets de Covid-19, mais on a fini par la mettre en œuvre en quelque sorte. Donc elle est entrée en vigueur. Mais pour que, c'est-à-dire cette zone de libre-échange continentale devient effective, devient opérationnelle, c'est-à-dire se matérialisant par un renforcement des échanges intra-africains, il va falloir penser à lever les obstacles. Parmi les obstacles, il y a les obstacles au niveau terrestre. Et c'est pour ça aussi, quand le Maroc investit dans les provinces du Sud, quand beaucoup de pays africains reconnaissent la marocanité du Sahara en ouvrant un peu des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud marocaines, ça c'est fondamental, parce que l'objectif étant de faire de la sécurisation de passage de Guergueres un tournant dans cette politique africaine de Maroc. Parce que l'objectif aussi étant de renforcer la coopération terrestre, c'est-à-dire l'intégration terrestre. On ne peut pas compter que sur le transport maritime pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays africains, et il va falloir, c'est-à-dire compter aussi sur le renforcement de l'intégration terrestre, et le Maroc fait des efforts incommensurables là-dessus. Merci. Alors justement, puisqu'on parle de ces efforts-là, Mohamed Hamid Douche, si on parlait de l'engagement du Maroc dans cette ZLECAf, dans la mise en œuvre et de la finalisation de l'offre pour l'établissement en bonne et due forme de cette zone de libre-échange africain pour le commerce, pour étendre, n'est-ce pas, ces échanges intra-africains. Écoutez, la zone de libre-échange continentale africaine a été lancée officiellement le 1er janvier de cette année, donc on est en train de célébrer dans quelques jours le premier anniversaire. Il ne faut pas, disons, dire que les choses sont toutes sur la bonne voie, puisqu'il reste des problèmes fondamentaux à régler avant que cette zone ne soit effective. Aujourd'hui, des négociations continuent sur la question de la règle d'origine. Il y a également des questions qui vont être débattues entre les représentants des États africains qui négocient certains éléments de cet accord, notamment sur l'investissement, sur les services, sur les télécommunications, etc. Mais la volonté est très forte, elle est là, et c'est ça le plus important. Maintenant, lorsque nous voyons le potentiel d'investissement et de croissance économique, tout le monde est d'accord pour dire que l'Afrique, c'est l'avenir. Aujourd'hui, quand vous voyez cette compétition mondiale qui est en train de se faire entre des puissances, parlons de la Chine, de la Russie, de la Turquie, des États-Unis, de l'Europe, etc., tout le monde veut avoir sa part du gâteau au niveau du continent africain. Plusieurs facteurs expliquent cela. Nous avons une classe moyenne qui se développe en Afrique et qui a les moyens d'accéder à un certain nombre de biens et de services.
Si je prends le cas spécifique du secteur du logement, nous avons un déficit de 400 millions d'unités, n'est-ce pas, de logements au niveau du continent africain. Et quand on voit les jeunes qui arrivent sur les bancs des universités et qui vont bientôt rentrer dans le marché du travail, ces gens-là aspireront à avoir, n'est-ce pas, un logement pour vivre décemment et créer leur foyer. Aujourd'hui, le modèle marocain en matière de logement social et surtout les mécanismes de financement qui ont été mis en place par le secteur financier marocain constituent un modèle que beaucoup de pays africains sont en train de dupliquer chez eux. Parlons de la révolution agraire. Nourrir l'Afrique, c'est quand même un des grands piliers et ça constitue, comme vous le savez, exactement un des axes prioritaires du groupe de la Banque africaine de développement où j'ai travaillé moi-même pendant 36 ans. Donc, je suis un ancien banquier. Maintenant, j'ai des casquettes diplomatiques pour continuer à servir le continent africain. Donc, les high five du président Adesina, on a donc l'agriculture, mais le Maroc a fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Avec l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, des études de fertilité des sols ont été effectuées au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, pour sélectionner des semences qui soient adaptées aux spéculations locales, n'est-ce pas? Le fertilisant qu'il faut utiliser pour la production du café ou du cacao n'est pas la même que celle qu'on utilise pour produire de la tomate ou des concombres, n'est-ce pas? Donc, il y a une offre adaptée aux besoins du continent africain, des usines de blending. Donc, on fait un mélange des différents types de fertilisants pour répondre à la demande des paysans africains. Et permettez-moi aussi de parler des grands projets structurants dans ce secteur-là. Ça a été évoqué par un des intervenants, notamment le groupe OCP, qui est en train de réaliser avec un groupe privé nigérian, pour ne pas le citer, il s'agit du milliardaire Dangote, un complexe chimique pour la production de fertilisants avec un investissement de 3,5 milliards de dollars. Un projet similaire est en cours de réalisation en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le plus grand marché en Afrique en matière donc de consommation de produits des fertilisants. Le Ghana également est impliqué avec le Maroc dans la réalisation de projets similaires. Le fameux projet de gazoduc, c'est quand même le projet du siècle. Le Maroc s'est associé avec la première puissance économique africaine, qui est le Nigeria. Son PIB dépasse les 450 milliards de dollars, il dépasse même celui de l'Afrique du Sud. Alors quand le Maroc s'associe avec les États-Unis qui ont reconnu la marocanité de son Sahara à l'échelle internationale, et ça va amener les autres pays tôt ou tard à s'aligner sur cette position pour reconnaître la marocanité définitive donc de nos provinces du Sud. Ajouter à cela l'association avec le plus grand pays africain en termes de population, en termes d'économie, à savoir le Nigeria, ça ne peut que donner des résultats probants et très positifs. Et ça va tirer les autres pays de la sous-région, qu'il s'agisse des pays francophones en Afrique de l'Ouest ou de façon élargie au niveau de l'espace de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Maroc n'est plus présent uniquement dans la zone de confort traditionnelle qu'il avait, à savoir l'Afrique de l'Ouest francophone et l'Afrique centrale francophone, mais il se déploie un peu partout en Afrique de l'Est, en Afrique australe, avec la Zambie, sur les îles, il ne faut pas l'oublier, il y a les Comores, il y a Madagascar. Mais de ce côté aussi, du continent de l'océan Atlantique, vous avez le Cap-Vert, mais vous avez aussi un tout petit pays d'Afrique de l'Afrique centrale, il s'agit de Sao Tomé et Principe, qui fait partie aussi des 24 pays qui ont ouvert des consulats à la Aïoun et à Dakhla. Je rappelle que sur les 24 pays, 75%, 18 pays sur les 24 sont africains. Et bizarrement, on constate qu'ils sont à nombre égal. Il y a 9 consulats africains à l'Aïoun et 9 consulats à Dakhla. Donc c'est quelque chose quand même de très important qu'il faut saluer. Il faut remercier nos amis africains qui sont conscients des enjeux politiques et surtout le rôle que le Maroc apporte pour contribuer à la sécurité et à la stabilité. N'oublions pas que la zone, elle est menacée
par le terrorisme dans les pays du Sahel, même au Nigeria avec les groupes de Boko Haram. Regardez ce qui s'est passé aussi au niveau du Mozambique, un grand projet de gazoduc aussi qui a été arrêté, suspendu à cause du terrorisme dans la région. On a cité le Rwanda qui est un modèle. Il a contribué également à stabiliser la situation sécuritaire au Mozambique, tout comme le Maroc qui continue à assurer la stabilité militaire dans un certain nombre de régions d'Afrique dans le cadre des forces de maintien de la paix des Nations Unies. Et tout ça, c'est à l'honneur du Maroc. Le Maroc est perçu aujourd'hui en Afrique subsaharienne comme une puissance régionale. Beaucoup de ces pays viennent au Maroc pour faire des études de benchmarking lorsqu'ils veulent lancer certaines activités. Prenons le cas du secteur des télécommunications. Notre Agence nationale de régulation des télécommunications a renforcé les capacités de plusieurs agences au niveau du continent africain. Casa Finance City, il faut la citer aussi, qui attire des investisseurs marocains et internationaux dont les activités sont encouragées et orientées vers le continent africain. La place financière de Casablanca est devenue l'une des premières places, n'est-ce pas, du continent africain. Mais avec votre permission, nous regardons toujours les relations Maroc, Afrique subsaharienne, etc. Mais je voudrais qu'on jette également un regard sur la nécessité d'inverser aussi la vapeur pour encourager les investisseurs africains, parce qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas, pour venir investir aussi dans notre pays où nous avons aussi un grand potentiel d'investissement dans tous les secteurs, le secteur financier. Je vois l'île Maurice qui intervient au Maroc à travers des fonds d'investissement, à travers la bourse de Casablanca. Donc nous avons les outils qu'il faut pour également mobiliser l'intérêt du secteur privé africain, notamment dans le cadre de la table ronde des hommes d'affaires africains, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, il y a une très forte volonté de travailler avec le Maroc et de renforcer les axes de la coopération sud-sud dans tous les domaines. Comment renforcer, Khalid Chegraoui, comment renforcer les axes de cette coopération, alors qu'on le sait, le multilatéralisme, la mondialisation sont tous les deux mis à mal. Alors comment transformer, ou peut-être même faire de cette crise Covid-19 une porte, une opportunité, si on peut l'appeler ainsi, pour un grand ensemble régional? Effectivement, d'ailleurs, avec la question du Covid, je pense qu'on a eu tous une bonne leçon, que ce soit de gestion de nos affaires internes ou d'ouverture sur le monde. On a su et on a vécu quand même les dernières années cette crise du multilatéralisme avec quelques reculs. Heureusement, les gens ont pris conscience que l'avenir restera toujours le multilatéralisme, mais il est temps aussi de renforcer les capacités internes des États et voir les choses de manière à ce qu'on ait des indépendances, principalement dans différents secteurs, que ce soit le secteur de la sécurité sanitaire et le secteur de la sécurité alimentaire. Et je pense que ce sont deux créneaux extrêmement importants qui doivent être développés au premier degré au sein du continent africain. Et ces deux secteurs ne peuvent être développés de manière conséquente que s'il y a un développement conséquent et important d'un troisième secteur, celui de l'enseignement et de la formation scientifique. Et je pense que ces trois créneaux sont à même de pouvoir développer les pays africains de manière exponentielle. Alors aujourd'hui, et prenons juste l'exemple de la sécurité alimentaire, et on a vu très très bien avec le Covid comment un certain nombre de frontières se sont fermées, comment un certain nombre de moyens de transport sont restés à quai et que beaucoup de pays africains se sont trouvés devant un fait extrêmement difficile de ne pouvoir ni exporter ni importer, même s'ils pouvaient toujours payer leurs demandes. Alors, cette question, par exemple, juste la question de l'agroalimentaire, on sait très très bien que le continent africain, il y a, je ne sais pas combien, mais en fait, aujourd'hui, on peut parler de 200 millions d'hectares arables non exploités jusqu'à maintenant en Afrique. Et l'Afrique est un des plus grands importateurs
de produits agricoles, principalement alimentaires. On parle aujourd'hui de presque, alors les statistiques parlent de à peu près 120 à 130 milliards de dollars par an, et on pense qu'en 2030, les pays africains vont importer à peu près 150 milliards de dollars par an de produits alimentaires. Et il paraît, d'après les statistiques futuristes, que l'agriculture et les produits agroalimentaires vont peser presque 1 billion de dollars au niveau du continent africain en 2030. Dans ce cadre-là, le Maroc peut produire, et il produit une expertise extraordinaire en ces thèmes, que ce soit en termes de fertilisants, en termes d'expertise agricole et autres. Et un tel échange avec les pays africains d'ailleurs, qui a déjà été engagé, que ce soit avec les pays de l'Afrique de l'Ouest et aussi avec les pays de l'Afrique de l'Est, peut également faire développer cette stratégie de manière conséquente. Autre chose très importante, c'est la question de la sécurité sanitaire et de santé. Aujourd'hui, le Maroc s'est lancé. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Maroc a été un des principaux pays producteurs de génériques, producteurs d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Il est en train de développer cette industrie de manière extrêmement importante, et je pense que la position du Maroc aujourd'hui en termes de contre Covid a été très saluée par nos amis africains, et il y a moyen aussi d'échanger cette expérience, de pouvoir associer les pays africains dans ce cadre-là. Et on a vu dernièrement, avec la visite du président gabonais au Maroc, le Maroc a mis en place ses structures principalement futures de production du vaccin contre le Covid pour les exporter vers les pays africains. Et bien sûr, à un pays ami extrêmement important pour le Maroc, lequel est le Gabon. Aujourd'hui, je pense que ces deux espaces, l'agroalimentaire et la santé, sont à même de pouvoir développer les relations inter- et intra-africaines. Parce que la question aujourd'hui en Afrique, c'est comment pouvoir dépasser l'ensemble des barrages, l'ensemble des problèmes qui gênent ces relations. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des conventions et des accords. Il y a aussi des questions de géopolitique, de géostratégie, d'infrastructure qui gênent énormément les rapports africains. Bon, certes, il y a des développements au niveau d'un certain nombre de pays africains. Malheureusement, on voit ces derniers temps quelques reculs, que ce soit sur le plan de la gouvernance ou sur le plan de la sécurité. Alors, il va falloir travailler dans le sens de pouvoir développer des mécanismes de stabilité, des mécanismes de développement des infrastructures. Et bien sûr, arrivera le moment de devoir ouvrir un débat extrêmement important sur le troisième secteur, celui de la formation professionnelle, de la formation universitaire et de la recherche scientifique. Avec le peu de moyens qu'on a en Afrique. Et Dieu sait que c'est vraiment très très peu, parce qu'on n'a pas beaucoup, on ne s'est pas beaucoup intéressé à ce créneau au sein du continent africain. Mais 54 pays africains, en mettant chacun ce qu'il peut dans ce domaine-là, avec nos compétences humaines qui sont extrêmement importantes et beaucoup plus importantes que les compétences techniques, je pense que les pays africains, avec des associations entre les universités africaines, avec les centres de recherche, avec les centres de réflexion, on peut à même de développer des moyens, des créneaux, des curriculums extrêmement intéressants et importants à pouvoir s'adapter à la demande africaine. Parce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas seulement de produire, mais c'est aussi comment produire et comment adapter la production au marché africain et ne pas rester juste un marché de consommation qui absorbe ce qu'on produit par ailleurs. Et dans ce cadre-là, le Maroc présente des modèles extrêmement intéressants, que ce soit dans le secteur financier et de l'assurance, dans le secteur de l'agroalimentaire et des fertilisants, principalement avec le groupe OCP, des secteurs de la formation et de l'enseignement avec ce que propose le Maroc en termes d'ouverture et de formation pour les étudiants et les cadres africains. Et bien sûr, il y a ces deux volets extrêmement importants, l'agroalimentaire, l'agriculture d'ailleurs, qui fait partie
des principaux créneaux d'exportation du Maroc vers les pays africains, même si on n'est pas encore arrivé au taux qu'on aimerait, mais il reste quand même des espaces extrêmement intéressants à exploiter dans ce cadre-là. Et bien sûr, il y a tout ce qui est production manufacturière, dont le besoin se fait sentir de manière terrible au sein du continent africain et qui trouve toujours preneur au sein du continent africain. Et dans ce cadre-là, je pense que les possibilités d'association entre les acteurs économiques marocains et les acteurs économiques africains, subsahariens ou d'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique australe qui nous gênent parfois, je pense que c'est un créneau à prospecter et à creuser de manière extrêmement importante et penser l'après-Covid et faire du Covid un moyen de réflexion, une leçon à prendre en considération parce que ce qui va venir va être beaucoup plus difficile. Une leçon d'unité aussi, on rappellera bien sûr cet unique appel à l'unité adressé par un chef d'État. C'était le souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui avait adressé cet appel à l'unité aux dirigeants africains pour justement contrer, pour faire face à cette pandémie Covid-19. C'est dire aussi cet engagement du Maroc sur ce volet sécurité sanitaire que vous avez tellement bien développé, Khalid Chegraoui. Mohamed Chkoundi, bon, un point intéressant soulevé par professeur Chegraoui, celui du développement humain. Quels sont aujourd'hui les impératifs du développement humain justement dans le cadre de ces rapports économiques mais aussi socio-économiques, équitables et justes et win-win comme on le disait au début de cette émission? Je vais répondre, mais si vous permettez juste une petite déviation pour revenir un peu au contexte de Covid-19. Moi, j'ai l'impression que cette crise de Covid-19 nous permet un peu de tirer deux constats principaux. Le premier constat, c'est que le monde ne sera plus jamais comme avant. Ce n'est pas de la simple rhétorique, mais c'est une véritable réalité. C'est-à-dire le monde, au moment où le monde était devenu tellement interdépendant, il est en train soudainement de se démondialiser. Et donc cette démondialisation, bien évidemment, va avoir des répercussions sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que qui dit démondialisation, dit des pays occidentaux peut-être et autres, que la crise leur a permis de se rendre compte à quel point ils étaient dépendants de ces chaînes de valeur mondiales. Donc on va assister, c'est-à-dire inévitablement, à une espèce de desserrement, de resserrement plutôt des chaînes de valeur mondiales. C'est-à-dire il va y avoir une espèce de régionalisation de la mondialisation. La question qui se pose est de savoir est-ce que l'Afrique est suffisamment bien préparée pour participer à cette régionalisation de la mondialisation? Est-ce que l'on peut vraiment parler des chaînes de valeur africaines ou bien on va continuer à verser complètement simplement dans la rhétorique? Parce qu'il y a des défis, il y a des obstacles qui empêchent la concrétisation de cette zone de libre-échange continentale. Je les ai soulignés tout à l'heure, ils sont d'ordre. D'abord, il y a des obstacles tarifaires, non tarifaires, et après, il y a des obstacles au niveau de transport maritime, il y a des obstacles au niveau de transport terrestre. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de dire que la ZLECA est une opportunité énormissime pour les pays africains, elle va permettre le renforcement de l'intégration afro-africaine, tout ça c'est bien bon, mais qu'en est-il pour les moyens? Les moyens, c'est-à-dire les moyens terrestres, moyens maritimes. Est-ce que les pays africains font des réunions entre eux pour discuter de ces obstacles et comment les lever? C'est pour ça tout à l'heure j'avais commencé à parler de rôle que joue le Maroc au niveau de renforcement de l'intégration entre les provinces, c'est-à-dire les provinces du sud marocaines et le reste de l'Afrique. Ça peut être très important, ce prolongement un peu spatial, ce rapprochement stratégique. Deuxième constat, c'est qu'on se rend compte que l'Afrique s'est montrée très vulnérable pendant cette crise de Covid-19. Très vulnérable, pourquoi? Parce qu'il continue à devoir faire face à deux crises, deux urgences. L'urgence sanitaire d'un côté et les mesures sanitaires qu'il induit, ainsi de suite, et de l'autre côté, l'urgence budgétaire et l'urgence sociale. Et donc ça, c'est pour l'Afrique, ça représente un véritable fardeau. Et donc, Donc le deuxième élément que j'ai envie de souligner ici, ce sont le financement. Parce que la démondialisation, ou cette dislocation des relations internationales, ce manque de solidarité dont on fait montre la plupart des pays pendant le contexte de crise, c'est-à-dire surtout les pays occidentaux et ainsi de suite, il y a eu quand même un déficit de solidarité. Il y a eu des initiatives disparates, mais quand même on retient qu'on n'a pas été suffisamment solidaire avec les pays africains. Et donc, dans ce contexte-là, il faut s'attendre à une baisse draconienne de l'aide publique au développement.
Il faut s'attendre à un retour des conditionnalités parce que l'Afrique a des problèmes de financement. Et donc, si jamais pour améliorer peut-être la coopération afro-africaine et faire en sorte que le Maroc continue à jouer ce rôle important à travers Casablanca Finance City, peut-être il est temps de commencer à réfléchir à la problématique de financement des économies africaines. Parce que l'Afrique n'a pas pu appliquer ce fameux quoi qu'il en coûte. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens, parce que l'Afrique, il n'y a pas une banque centrale africaine et ainsi de suite. Donc, deuxième élément. Deuxième élément, rapidement, comme ça on fait intervenir aussi le banquier qui est avec nous, Mohamed Hamid Douche, enfin l'ancien banquier actuellement diplomate, sur cette question de financement. Mais je vous laisse terminer votre idée. Il nous reste deux minutes, professeur Chkoundi. Merci. Il y a un continent qui a énormément de potentialités et donc il faut investir massivement dans le capital humain. C'est-à-dire investir massivement dans le capital humain, c'est-à-dire améliorer le système éducatif africain. Et je vois que le Maroc et d'autres pays jouent un rôle très important en la matière. On voit au Maroc qu'il y a vraiment une diversité de l'offre éducative, la création des universités privées, tout ça c'est important. Le Maroc accueille de plus en plus d'étudiants africains, donc il faut continuer à investir dans l'amélioration des capacités de l'être humain. L'amélioration des capacités en jouant sur le volet éducation, je viens d'en parler, donc ça c'est fondamental pour faire en sorte que les compétences africaines qu'on puisse d'abord générer des compétences africaines qui vont profiter à ces dynamiques continentales. Deuxième élément, il faut renforcer, investir dans l'amélioration des capacités de base des individus et donc, c'est-à-dire investir dans la réduction de la pauvreté parce que l'Afrique continue, la pauvreté continue à sévir en Afrique. La pauvreté, on sait qu'elle est étroitement connectée avec la fragilité et qui dit fragilité dit problème parfois de manipulation des habitants fragiles par des terroristes et j'en passe. Parce que le développement humain et l'insécurité sont étroitement liés. Là, au sévit la pauvreté, bien évidemment, il faut s'attendre à l'émergence ou à l'augmentation des problèmes liés à tout ce qui est terrorisme, liés à tout ce qui est instabilité. Donc les pays africains, dernier élément si vous permettez. Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup, il nous reste vraiment une minute. Je veux faire réagir Mohamed Chkoundi sur cette question centrale qui n'est pas propre à l'Afrique, d'autant plus avec ce contexte de Covid-19, celui du financement. Quelle réponse afro-africaine au financement en Afrique? Rapidement, Mohamed Hamid Douche. Bien, la question du financement se pose chaque fois qu'on évoque la question du développement. À mon avis, le problème ne se pose pas au niveau de la mobilisation des ressources. Les États mobilisent les ressources qu'il faut, les institutions financières régionales ou internationales accompagnent le continent africain pour assurer le financement de son développement. Permettez-moi de dire que le groupe de la BAD a récemment augmenter son capital à hauteur de 125%. Il a plus de 200 milliards de dollars qui sont disponibles pour être mobilisés par les États membres au niveau du continent africain. Un des problèmes qui se pose, c'est celui de la capacité d'absorption des financements qui sont mis en place en raison notamment des difficultés liées à la bureaucratie, au manque de capacité locale pour réaliser les projets. Si vous permettez que je donne juste un exemple, j'étais représentant de la BAD au Sénégal de 2004 à 2011 et dès 2005, j'ai mis en place le financement pour assurer la construction, le financement relatif à la construction du pont sur le fleuve Sénégal entre les deux villes Rosso au Sénégal et en Mauritanie. Ce n'est que cette année que le lancement des travaux a démarré. Alors vous imaginez, ça a pris plus de 15 ans pour pouvoir mobiliser l'argent qui a été mis en place il y a 15 ans déjà. Aujourd'hui, le secteur privé, national, régional et international se mobilise dans le cadre des partenariats publics-privés. Il y a quelques problèmes aussi qui se posent, c'est aussi la fuite des capitaux du continent africain. Ils sont estimés à plus de 100 milliards de dollars chaque année, donc avec la complicité aussi du système financier occidental. Donc si on peut mettre un terme à cette fuite des capitaux, on peut injecter cet argent pour le financement du développement du continent africain. Il y a une autre dimension aussi qui a trait à l'évasion fiscale par les entreprises multinationales qui opèrent sur le continent africain. Je vais vous donner 2 chiffres. L'aide publique au développement annuelle qui vient vers le continent, bon
an, mal an, elle est située entre 50 et 60 milliards de dollars. Alors que l'évasion fiscale par les multinationales se chiffre à plus de 1750 milliards de dollars. Donc, on n'a pas besoin d'aller nous endetter si nos ministères des Finances ont la capacité de capter cet argent qui n'est pas payé par les entreprises, n'est-ce pas, multinationales. Donc, vous voyez, la question, elle est assez complexe, mais elle mérite beaucoup d'attention et un suivi au niveau des leaders politiques. Je crois que la volonté existe pour améliorer cette situation. Merci beaucoup, Mohamed Hamid Douche. Merci, malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Je réitère mes remerciements, bien sûr, à mes deux autres invités, les personnes de Khalid Chigraoui, vice-doyen Sciences Po et Relations internationales à l'Université Mohamed VI Polytechnique, et Mohamed Chkoundi, économiste et enseignant, chercheur, spécialiste de gouvernance et développement en Afrique. Voilà, merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.